Olivier Nri, Serge Villiers Ossowou, mesdames et messieurs, chers auditeurs et fidèles de Fréquence de Bonsoir, et bienvenue dans cet espace de transmission de mémoire et de sagesse. Il est 22 heures, vous le savez, et comme chaque nuit, du lundi au jeudi, nous ouvrons pour vous les portes d'un univers où résonnent les voix de nos ancêtres, où les savoirs d'hier éclairent les chemins d'aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute de La Nuit vous parle, votre émission dédiée à la promotion des savoirs ancestraux africains et à la spiritualité africaine. Ce soir, une programmation exclusive. Nous prenons l'antenne en lieu et place de l'île Souko avec toute la délégation de Fréquence 2 actuellement en immersion dans la belle région du Lodjibois, précisément à Divo, sa capitale. Une terre riche de traditions, de rites, de symboles et d'histoires qui parlent encore à nos cœurs. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et laissez-vous guider par les murmures de la nuit, car ici, chaque parole est héritage, chaque silence est message. Bienvenue sur Fréquence 2. Dans un instant, les sommaires de votre émission. Bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Book plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, faites bien d'être dans La Nuit vous parle. Chers auditeurs de Fréquence 2, merci de nous confier une fois encore une part de votre nuit. Vous êtes bel et bien dans La Nuit vous parle, votre rendez-vous des savoirs ancestraux et de la spiritualité bien sûr africaine. Voici donc les grandes articulations de notre émission de ce soir. De 22h05 à 22h30, la rubrique Les Interdits, vous le savez, les habitués de cette émission. Ici, nous explorons ces actes, ces pratiques et ces comportements considérés comme proscrits, parfois sans que l'on en connaisse vraiment les raisons profondes. Et ce soir, nous mettrons la lumière sur deux problématiques, deux sujets. D'abord, frapper une personne avec une chaussure et s'asseoir devant une porte. Et pour en parler, nous serons accompagnés bien sûr de notre consultant en adjoint, Barakuta Twanga Imana, la doublure de notre consultant en chef, Aziz 47, absent pour des raisons professionnelles. C'est à lui que reviendra bien sûr donc l'honneur de répondre à vos questions et aux nôtres aussi. Bonsoir, Barakuta. Oui, bonsoir Serge Willy. Comment ça va? Oui, très bien, ça va. Merci d'être avec nous ce soir encore. Oui, c'est toujours une joie d'être avec vous. Ouais, merci beaucoup. Alors, de 22h30 à 23h30, le grand thème du jour, nous allons mettre les pieds dans le plat autour d'une question essentielle. Les grands oubliés, les grands savants africains oubliés. Pourquoi l'Afrique peine-t-elle à reconnaître et à valoriser bien sûr donc ses propres figures du savoir? Notre continent regorge de penseurs, de scientifiques, de sages, mais trop souvent, nos références restent occidentales. Pourquoi ce regard tourné vers l'Occident? D'où vient ce complexe? J'allais dire, comment expliquer et surtout donc le dépasser? Le débat riche, en tout cas en perspective, un débat que nous allons ouvrir dans pas longtemps avec notre consultant du jour, que nous plongerons aussi tout au long dans la deuxième heure, de 22h30 à 23h30. La parole est à vous. Nos standards seront ouverts pour accueillir vos réactions, vos témoignages et vos contributions. Vous pourrez donc intervenir en direct pour partager vos expériences, vos questionnements et apporter votre éclairage sur les sujets donc évoqués. Et c'est autour de minuit que les rideaux tomberont sur ce numéro de La Nuit vous parle. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, les courriers sont jetés. Installez-vous, les portes des esprits s'ouvrent. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Nous l'avons dit dès l'entame de l'émission, nous sommes avec Barakuta Twanga Imana. Rebonsoir. Oui, bonsoir cher Willy. Alors, pour vous permettre de faire connaissance avec nos auditeurs, c'est vrai qu'ils vous connaissent déjà, mais vous savez, l'auditoire est mobile, donc il bouge beaucoup. C'est pas les mêmes qu'on a trouvé le matin qui seront là le soir. C'est parce que étaient là il y a 3 semaines qui seront encore là aujourd'hui. Il y a forcément une vague de renouvellement. Alors, de façon succincte, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu à nos auditeurs qui est Barakuta Twanga Imana? Quel est votre parcours dans l'univers des savoirs ancestraux? Et puis, voilà, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux pratiques, aux interdits, aux règles, strictement de nos sociétés africaines? Ok, merci Serge Willy. Oui. Je pense que à l'état civil, je suis M. Balé Go Kedi Daniel. Je suis Dida de Divo et précisément de Guillery. Oui. Mon nom d'initié en tant que pratiquant de la spiritualité ancestrale, c'est Barakuta Twanga Imana. Est-ce que ça a une signification? Oui, ça a une signification. Ça a une signification, mais vous savez, il y a certains noms dans l'initiation que nous ne sommes pas obligés de traduire, voilà, nous d'expliquer. Voilà, nous ne sommes pas obligés d'expliquer. Je l'ai dit, quel est votre rapport avec... d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux pratiques, aux interdits et aux règles qui structurent nos sociétés africaines? Il faut reconnaître que d'abord, je suis né dans une famille où mon grand-père était déjà médium. Voilà, depuis Guillery, tout le monde le connaît. Le doyen Manglé, dont je porte entièrement le nom. Et également, il y a aussi ma maman qui pratiquait toutes ces choses parce qu'elle-même, avant qu'elle ne vienne au monde, sa mère n'enfantait pas. Donc sa mère a fait la connaissance d'un génie en brousse et ce génie-là a dit, écoute, je vais te donner un enfant et cet enfant-là, ce sera une fille. Et donc c'est comme ça que ma maman vient au monde. Donc imaginez-vous, et ma maman vient, et je pourrais dire, d'un génie. Donc l'enfant qui sort
d'une femme qui vient d'un génie. Que tu es. Que je suis. Ouais, il faut le dire comme ça. Voilà. Et que je suis. Ma naissance n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile parce que voilà, quand tu es porteur. Excusez-nous, hein, on va se tutoyer pour faire plus simple. Oui, ça casser les codes du protocole. Voilà, parce que quand tu viens pour accomplir une mission particulière, il faut reconnaître que par moment ta naissance est joncée, je pourrais dire, d'obstacles, puisque je veux vous épargner certains détails, mais c'est lorsque ma maman contracte ma grossesse que tout d'un coup elle devient folle. Et donc imaginez-vous, je suis dans le ventre de ma maman qui est folle jusqu'à ce que je ne vienne au monde. Je vais m'arrêter là. D'accord. On n'ira pas plus loin que cette présentation qui, en tout cas, en amont, nous touche beaucoup. Alors, dans nos cultures africaines, les interdits sont nombreux, parfois respectés, parfois transgressés. Selon vous, selon toi, à quoi servent réellement les interdits dans les sociétés africaines traditionnelles? Sont-ils uniquement spirituels, sociaux ou les deux à la fois? Oui, nos interdits, ce sont des choses spirituelles, mais comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique d'avant et l'Afrique d'aujourd'hui, ça fait deux Afriques, donc il y a une différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les interdits ne prennent plus à 100%. Mais autrefois, quand nous n'étions pas encore dénaturés, ces interdits-là, on ne s'amusait pas avec. Ces interdits-là, on ne s'amusait pas avec parce que ces interdits-là étaient efficaces. Avec des impacts, des répercussions, des conséquences quelquefois graves. Oui, quelquefois très graves. Ouais. Surtout quand il s'agissait, par exemple, de l'interdit du village. Je prends un exemple. Chez moi, à l'époque, on ne mangeait pas, comment on appelle ça, le python. Et donc, quiconque s'hasardait à manger le python, la mort même pouvait s'en suivre. Voilà, la mort même pouvait s'en suivre. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui sont encore attachés à la tradition qui respectent beaucoup ces choses. Ceux qui se sont détachés et qui, bien sûr, se sont familiarisés avec d'autres croyances et d'autres idéologies. Et ça ne marche plus à leur niveau à 100% parce qu'il y a le cordon ombilical ancestral qui donnait une efficacité à ces interdits-là qui a été brisé. Oui, très bien. Alors maintenant, Barakuta, entrons pleinement dans la rubrique du jour. On l'a évoqué dans le sommaire. On va mettre en lumière deux interdits pour ce soir. D'abord, il y a frapper une personne avec sa chaussure. D'abord, l'idée même de frapper une personne avec une chaussure, ça nous ramène à quoi et pourquoi est-ce qu'il est interdit de le faire? Généralement, ce sont nos mamans qui le font quand elles n'arrivent pas à maîtriser les colères. Vous savez, la chaussure, nous marchons avec la chaussure. Donc, le bas de la chaussure, nous marchons dans toutes les saletés. Et donc, spirituellement parlant, cette chaussure-là a emmagasiné des saletés. Donc, prendre la chaussure et taper quelqu'un, surtout avec un mécontentement qui appuie la chose, c'est comme tu donnais une énergie négative et de surplus à cette chaussure. Donc, l'individu peut être frappé d'une malédiction ou bien l'individu peut avoir des problèmes compte tenu de ce geste-là. Malheureusement, ce ne sont pas des pratiques qui sont perçues de toutes nos mamans, de toutes les âmes, je veux dire, de tous les Africains de façon générale. Est-ce par méconnaissance que nous nous mettons à le faire ou est-ce parce que, justement, dominés par la colère, comme tu l'as dit à l'instant, on n'est pas arrivé à se contenir qu'on l'a fait, oubliant ou ne sachant pas forcément qu'il y aurait des conséquences ou des répercussions quelquefois dramatiques et graves. Oui, je pourrais dire les deux. Il y a ceux qui le font par ignorance et il y a ceux qui le savent mais qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Et donc que tu le fasses par ignorance, que tu n'arrives pas à maîtriser ta colère, à te contenir, la pierre est déjà lancée et il y aura cette répercussion-là. Alors, est-ce qu'il y a moyen toujours de rattraper? Est-ce qu'il y a moyen de corriger ce qui a été fait? Toujours. Quelquefois, c'est accompagné de malédictions. Ça va m'évoquer certaines notions. Ça va me le dire. Mais le fait de taper ou frapper son enfant ou quelqu'un comme ça avec une chaussure, dont justement le bas a emmagasiné beaucoup de saleté, comme tu l'as dit. Donc, il y a beaucoup de forces maléfiques, négatives qui sont enregistrées. Et les porter sur une personne, une âme saine, on va dire que c'est quand même aller un peu trop loin. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper justement quand c'est fait comme ça? Oui, bien évidemment. J'ai l'habitude de dire ce que l'homme fait, l'homme peut défaire. Donc, ce que l'homme attache, l'homme peut détacher.
Très bien. Alors, l'autre interdit, c'est plutôt s'asseoir au pas de la porte. Généralement, on voit les gens s'asseoir au pas de la porte. Ça se voit généralement dans la cour commune ou les maisons où il y a très peu d'air en circulation. Tu vois, le vieux ou bien la vieille ou bien les enfants qui sont assis même devant la porte, carrément. D'abord, le fait de s'asseoir devant la porte, pourquoi c'est pas une bonne chose? La porte, d'abord, c'est une entrée. Oui, ça c'est clair. Voilà, la porte d'abord c'est une entrée. C'est vrai qu'il y a des entités qui peuvent passer par le mur, mais généralement tout le monde rentre par la porte. Et donc quand tu es assis à la porte, tu peux faire obstacle surtout à des entités qui sont porteurs de bonnes nouvelles pour toi. Et c'est pourquoi nos parents nous ont toujours dit, ne vous asseyez pas devant la porte, parce que les entités qui viennent nous apporter les bonnes choses, vous les empêchez d'entrer. Et c'est pourquoi s'asseoir au devant de la porte n'est pas conseillé quand on est encore attaché à ces valeurs traditionnelles. Mais peu importe la période, peu importe le temps où on le fait, que ce soit la nuit ou le jour, ça a toujours la même force, ça a toujours le même impact. Peu importe, mais la nuit c'est encore plus difficile. Et pourquoi c'est encore plus... La nuit, parce que c'est la nuit, généralement, que les esprits de nuit sortent. C'est vrai qu'à toute heure, il y a des esprits, mais il y a des esprits qui, eux, sortent uniquement que la nuit. Et ces esprits-là, et ce ne sont pas des petits esprits. Nous avons vu des personnes qui étaient assises au devant de la porte, et puis là, d'un coup, ils ont tapé ma tête. Maladie, l'individu ne s'en sort pas. Et il y a des exemples multiples comme ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en tant qu'Africains, il y a certaines réalités auxquelles nous sommes attachés. Et ces réalités-là exigent quand même que nous soyons dans une certaine disposition pour les respecter. Et quand le respect n'y est pas, il y a une répercussion. C'est ça, l'Afrique. Alors, j'ai regardé un peu, j'ai réfléchi pendant qu'on parlait. Je me suis dit, est-ce que ces raisons-là sont simplement celles qu'on évoque? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons symboliques derrière? Il n'y a pas des raisons sociales derrière? Il n'y a pas des raisons pratiques? Quand je le dis, je m'explique. Alors, sur le plan d'abord de la symbolique, dans certaines pratiques, la porte représente, comme tu l'as dit, le passage donc entre l'intérieur et l'extérieur, la circulation des personnes, parfois même la circulation des énergies ou des esprits, comme tu l'as si bien dit. Donc, s'asseoir devant la porte peut être interprété comme bloquer la chance. Effectivement. Ou encore empêcher les bénédictions d'entrer. Mais attirer aussi les difficultés. Non, généralement, les difficultés n'ont pas besoin de portes. Ce sont les éléments du désordre. D'accord. Voilà, ce sont les éléments du désordre. Donc, eux, ils n'ont rien à faire avec l'autre. Mais par contre, sur le plan social, dans beaucoup de sociétés africaines, la porte est un lieu de passage constant. S'y asseoir peut être perçu comme un manque de respect aussi. Parce que le fait de s'asseoir devant la porte, c'est manquer de respect à ceux qui y vivent. Mais cela peut gêner aussi les aînés comme les visiteurs. Effectivement, et il y a ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Et derrière toutes ces choses, il y a des réalités. C'est-à-dire qu'il y a des cultures, il y a, je pourrais dire, des philosophies, parce que ce sont des choses qui ne se sont pas décidées pour rien. Et chaque village, ou bien je peux dire chaque peuple, ou bien chaque ethnie, a ces genres de réalités-là. Mais quand vous demandez aux anciens, ils vous diront pourquoi chez eux, ils ont interdit que cela soit ainsi. Parce qu'il y a une histoire. Derrière chaque tradition, derrière chaque interdit, il y a une histoire. Alors justement, pendant qu'on y est, ces interdits-là sont venus comment? Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à être aussi populaires dans l'imagerie, j'allais dire populaire? Effectivement, ces interdits viennent à partir du moment où il y a des réalités, où il y a des problèmes. Je prends un exemple. On se rend compte qu'au village, il ne pleut pas. On se rend compte qu'au village, il ne pleut pas. Et donc, on décide d'aller voir l'oracle. Et on va consulter, en fait. Voilà. On va consulter pour voir ce qui se passe. Voilà, on va consulter. Et l'oracle dit, par exemple, dans ce village, il ne faut pas que les jeunes, c'est-à-dire le jour du vendredi, il ne faut pas que les jeunes aillent en brousse et qu'ils aillent faire l'amour avec leurs copines. Ne pas aller en brousse. Ne pas aller en brousse. Et faire l'amour avec leurs copines. Ouais, avec leurs copines. En brousse, là-bas ou bien même dans le village? Non, en brousse. En brousse. Voilà, en brousse. Ok. Et c'est ce qui engendre ça. Donc, quand l'oracle dit ça, les villageois viennent. Ça devient automatiquement
un interdit. Ça devient une prescription. Ça devient une prescription. Oui. Et pourquoi cette prescription? Parce qu'il y a eu un préalable. Absolument. Et ce préalable-là n'a pas été à l'avantage de la population, des ressortissants de ce village. Alors que tout ce que les gens du village font, c'est pour une amélioration de leurs conditions de vie. Donc, il ne peut pas accepter qu'un geste ou bien un acte puisse compromettre leur évolution. À partir du moment où cet acte-là compromet leur évolution, ils décident de faire de cela un interdit pour le bien-être de ce village et pour le bien-être de chaque individu. Très bien. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez, hein, vous êtes sur les antennes de Fréquence 2, vous suivez La Nuit, vous parle, et les interdits du jour sont ainsi définis. Frapper une personne avec une chaussure, pourquoi ne pas s'asseoir devant la porte la nuit ou dans la journée? Alors, on va peut-être résumer ces deux interdits qu'on a identifiés aujourd'hui, et pourquoi pas faire des recommandations, Parakuta? Oui, les recommandations, c'est... On résume et on fait des recommandations. Oui, on résume et il n'est pas bon, franchement, d'utiliser la chaussure et de taper une personne parce que cela peut avoir des répercussions négatives sur la vie de la personne. Oui. Il n'est pas aussi bon de s'asseoir au devant de la porte parce que cela fait obstacle, cela fait entrave aux bonnes énergies, aux entités qui viennent vous apporter des bonnes nouvelles, qui viennent vous apporter ce qu'on appelle les bénédictions. Très bien. Madame, monsieur, l'Afrique est un continent très vaste avec des milliers de cultures différentes. Cette croyance n'est pas universelle. Dans certaines communautés, cela n'a aucune signification particulière. Alors, je pense que chez nous en Afrique, il faut faire attention à tout. Tout nous parle et il faut faire attention aussi à ce qui est autour de nous. Merci à notre consultant Parakuta. Madame, monsieur, vous ne bougez pas. Nous allons entrer dans quelques secondes, j'allais dire, dans le cœur du sujet. À tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Chers auditeurs de Fréquence 2, nous ouvrons à présent une page essentielle de notre mémoire collective. Les grands savants oubliés, les grands savants africains oubliés, c'est le thème du jour. L'Afrique, vous le savez, berceau de l'humanité, a aussi été un berceau du savoir, mathématiques, médecine, astronomie, philosophie, métallurgie, agriculture. Nos ancêtres ont pensé, inventé, expérimenté. Pourtant, dans nos écoles, nos références quotidiennes ont toujours été les noms qui viennent de l'Occident. Alors ce soir, une question simple mais fondamentale. Pourquoi avons-nous oublié nos propres savants et comment réhabiliter cette mémoire? Mesdames et messieurs, nous ouvrons la discussion avec notre invité. Alors, on a quelques figures quand même bien connues en Afrique. On peut citer tout ce qu'on voudra de l'Occident. Mais pour nourrir la réflexion, rappelons quelques noms emblématiques. On a Imhotep, qui était architecte et médecin et sage de l'Égypte antique et considéré comme l'un des premiers savants de l'histoire. On peut citer aussi Ahmès, auteur du papyrus Rhind, un document mathématique majeur. On a aussi Ibn Khaldoun, père de la sociologie et penseur du monde arabe et africain. On a aussi Ahmed Baba, grand érudit de Tombouctou au XVIe siècle. On a aussi Cheikh Anta Diop, historien, physicien et pionnier de la réhabilitation de l'histoire africaine. On a aussi Théophile Obenga, linguiste. Sa Majesté. Sa Majesté. Voilà, nous on l'appelle Sa Majesté. Sa Majesté. Sa Majesté Théophile Obenga, linguiste et historien engagé dans la redécouverte des racines africaines du savoir. Et on citera, pour terminer, Wangari Maathai, biologiste et prix Nobel de la paix, symbole du savoir engagé. Alors, Parakuta, alors, pour structurer notre échange, ce qu'on va faire, on va clarifier les notions. D'abord, qu'est-ce qu'un savant? Qu'est-ce qu'un savant dans la société africaine traditionnelle? Un savant, c'est tout simplement celui qui fait une analyse d'une situation et qui décide de trouver un remède pour apporter une amélioration à cette situation. Et donc, cette situation, par moment, peut être un cafouillage philosophique. C'est-à-dire que la pensée n'est pas orthodoxe. La pensée voltige un peu dans tout. Et donc, il vient, il apporte un éclairage à son niveau
Et il permet à ceux qui sont ses disciples ou bien à ceux qui vont être ses disciples d'avoir déjà le socle pour pouvoir philosopher. Il vient, il constate par exemple que son peuple est victime de certaines maladies dites incurables. Il décide donc de se plonger dans l'étude de cette maladie pour comprendre quelles sont les bactéries ou bien quel est le virus qui est à la base de cette maladie. Oui. Ensuite, il cherche maintenant l'antidote de ces bactéries-là à travers son intelligence, à travers ses recherches. Et ces recherches aboutissent à un résultat. Le résultat est le remède qu'il faut, par exemple, pour éradiquer un mal. Administrer, ouais, pour résoudre la question. C'est ça un savant. Un savant. Alors, les savoirs ancestraux peuvent-ils être considérés comme des sciences, Barakuta? Les savoirs ancestraux Mais bien évidemment, parce que on peut nous traiter de tout, on nous traite de tout, mais ce dont vous avez parlé tout à l'heure, et que ce soit Imhotep, et que ce soit Gyeouti Tot, Trismégiste Hermès, et que ce soit Ptah Hotep, et que ce soit tous ces savants qui étaient les maîtres des grandes écoles, des 5 grandes écoles de l'Égypte antique dans lesquelles les Grecs venaient, mais c'est sur le savoir ancestral qui se sont appuyés. Oui. C'est sur le savoir ancestral qui se sont appuyés. Je vais déjà dévancer quelque chose que j'allais dire tardivement. Lorsque Philippe Emeagwali, notre frère nigérian, Philippe Emeagwali, met sur pied le mécanisme qui va produire ce qu'on appelle l'Internet aujourd'hui, mais qu'on appelle l'autoroute des communications. Lorsque Philippe Emeagwali met cela sur pied et qu'il est récompensé, il est décoré par l'État américain de 1994 par Bill Clinton, il a reçu un prix honorifique. Quel a été son discours? Je vais m'hasarder un peu à paraphraser son discours. Quand on lui a demandé, mais d'où tiens-tu ce savoir? Qu'est-ce que Philippe Emeagwali va dire? Philippe Emeagwali va dire, ce n'est pas l'Amérique qui m'a donné mes compétences. Je tiens ces connaissances d'une longue lignée des scientifiques noirs depuis l'Afrique, dont les Américains ont bénéficié de leurs connaissances pendant l'esclavage. Point de citation. Alors, en faisant l'état des lieux, Barakuta, quels sont les domaines où les Africains ont historiquement, j'allais dire, comment je veux dire, excellé, à ton avis? Les domaines où les Africains, les savants africains, les érudits africains, un peu comme ce dont on a parlé, ont vraiment... Le roi Cheikh Anta Diop. Oui, excellé. Dans l'histoire, avant, l'Africain connaissant son histoire à partir de la connaissance gréco-latine, c'est-à-dire à partir de l'an 0. Oui. Donc du coup, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On dit les Krous sont quittés au Libéria, les Akans sont quittés au Ghana, les Mandés sont quittés au nord, et puis ça s'arrête là. Mais Cheikh Anta Diop a dit non. C'est pas normal. Il faut qu'on essaie de comprendre. Donc Cheikh Anta Diop va creuser pour remonter l'histoire de l'Afrique plus de 5 millénaires avant les supposées dites chrétiennes. Et ce travail exceptionnel va mettre en difficulté les grands penseurs des Occidentaux. Parce que le travail de Cheikh Anta Diop venait, je pourrais dire, pour jeter un discrédit sur le travail de les grands savants dans le domaine de l'anthropologie et dans le domaine de l'histoire. C'est ce qui a donc suscité le colloque du Caire de 1974. Oui. C'est ce qui a suscité le colloque du Caire de 1974. Et donc Cheikh Anta Diop est un monument qui baignait dans l'océan de la connaissance intarissable. Malheureusement, nous les Africains, nous ne les valorisons pas. Il faut simplement étudier le colloque du Caire pour comprendre quel était ce génie qu'on appelle Cheikh Anta Diop.
Il faut étudier le colloque du Caire pour comprendre quel était le génie qu'on appelle Sa Majesté Moane Nzale Théophile Obenga. Face à des savants pluridimensionnels, ces deux-là ont représenté dignement l'Afrique pour permettre à l'Afrique de se reconnecter avec son passé authentique. Pas le passé qui nous a été imposé, pas le passé qui a été rédigé contre nous et sans nous, et dont on nous oblige à apprendre par le cursus scolaire. Cheikh Anta Diop fait un travail magistral. Mais ce Cheikh Anta Diop là, c'est vrai qu'on le connaît, mais quand je pose la question qui le connaît, c'est pour dire, demande à un Africain qui est Thalès, il va commencer à te citer qui est Thalès. Qui est Socrate, qui est Socrate, Pythagore. qui est Pythagore. Justement, ça fait l'effet d'un sentiment de complexe, d'infériorité. On est toujours apte à mettre en avant des valeurs, des personnages, des personnalités, des figures publiques de l'extérieur que de faire la promotion des Africains eux-mêmes. Alors justement, pourquoi ces figures sont-elles peu enseignées aujourd'hui, selon toi, Balakuta, dans nos écoles? Est-ce que... Bon, vas-y. Oui, mais M. Willy, la chose est très simple. Notre éducation est dirigée par l'UNESCO. Et l'UNESCO n'est pas là pour faire la promotion des Africains. Ouais. Nous sommes dans un monde où c'est un monde d'intérêt. Et chaque idéologie, chaque continent fait sa promotion. Donc, à partir du moment où tu n'as pas la plume pour rédiger ton histoire, tu vas subir. Imaginez-vous un peu si on change la procédure de nos matières enseignées dans les écoles, mais on ne parlera plus de Thalès. On ne parlera plus de Descartes. Mais est-ce que c'est parce que, j'allais dire que la transmission, la transmission du savoir se faisait par voie orale, malheureusement, ces personnes, ces savants en question n'ont pas eu le temps de coucher sur papier leurs connaissances, leur savoir pour les générations à venir, pour qu'on puisse les mettre à l'écoute et à l'épreuve et à les étudier. Monsieur Willy, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a réjoui. Vous avez parlé du savant Ahmed Baba de Tombouctou. Ahmed Baba de Tombouctou, lui seul dans sa bibliothèque, il y avait 1600 manuscrits. Ça veut dire que lui seul, son savoir, on n'a pas dit qu'il a écrit à quelqu'un. 1600 manuscrits. Que dit de l'université de Gao, de l'université de Sankoré? Oui, c'est vrai. Donc, ce sont des choses. Avant que la bibliothèque même d'Alexandrie ne soit incendiée, mais il y avait des milliers de papyrus. Mais, alors, justement, on a parlé aussi de complot. Est-ce que ce n'était pas un complot autour de cet incident? Mais c'est un complot, monsieur Willy. Vous voulez pas que l'Afrique puisse avoir de la mémoire? C'est un complot. Avoir du contenu, on va dire, livresque pour les générations à venir, à mettre en avant. C'est un complot. Oui. Et tous ceux qui sont venus attaquer l'Afrique ont eu d'abord pour cible la bibliothèque des Rakoti. Parce qu'il faut préciser que cette bibliothèque ne s'appelle pas la bibliothèque d'Alexandrie. Parce que quand on dit Alexandrie, c'est une manière d'amener... Là, nous sommes en Égypte. Là, nous sommes à Alexandrie. Voilà, nous sommes en Égypte. Oui. Mais l'histoire cachée derrière cette bibliothèque dite d'Alexandrie, on veut nous amener à croire que c'est Alexandre le Grand, le Macédonien, qui a mis sur pied cette bibliothèque. Alors qu'avant que Alexandre le Grand ne venait, cette bibliothèque existait et cette ville existait. Ça me rappelle l'histoire du Djidji Ayekwe. Voilà. Et l'histoire dans laquelle nous sommes en ce moment, est-ce que c'est le Djidji Ayekwe le vrai ou bien le faux qui est arrivé? Bon, on ne sait pas. Bon, on y va quand même. Celui qui ne veut pas que tu grandisses, il ne peut pas te prendre une chose authentique et puis va te ramener l'authentique. Il faut que les gens comprennent. Oui, ça c'est dit là. Voilà, ouais. Il faut que les gens comprennent. Ils sont beaucoup dans l'émotion. Donc, cette ville s'appelait d'abord Rakoti. Elle existait bel et bien. Donc, par falsification historique, on attribue maintenant le nom de cette ville à Alexandrie pour nous faire comprendre que c'est Alexandre. Et cette bibliothèque-là existait. Mais cette bibliothèque-là a été attaquée. Elle a été attaquée et elle a été incendiée à plusieurs reprises. Donc ils viennent, ils volent les papyrus. Les Arabes ont attaqué cette bibliothèque de 639 à 640. Ils ont volé les papyrus et ils ont retraduit en arabe. Les Grecs en ont fait pareil. Les Romains en ont fait pareil. Et ils ont repris toutes ces choses. Et ce sont ces mêmes choses aujourd'hui
qu'ils attribuent à leur inventeur ou bien à leurs chercheurs, alors que ce sont des choses qui existaient déjà. Et moi, j'ai l'habitude de dire que nous sommes dans un monde où si tu n'es pas capable de parler de tes parents, tu n'es pas capable de faire la promotion de tes parents, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne faire la promotion de tes parents, parce que c'est une jungle où chacun veut se positionner, chacun veut qu'on dise qu'il est le modèle. C'est pourquoi ceux-mêmes qui n'ont rien créé dans l'histoire, ils se sont rédigés ce qu'on appelle le récit national. C'est-à-dire ils rédigent un récit dans lequel ils sont des héros et dans lequel ce sont eux qui ont apporté la civilisation. Alors que quand on creuse, en dehors des Noirs, aucune civilisation n'était possible. Parce que le professeur Cheikh Anta Diop nous disait, au moment où les nègres qui sont nos ancêtres savaient écrire, ils philosophaient déjà, ils travaillaient le fer, ils savaient faire la pisciculture, ils avaient les grands architectes, le monde de l'humanité était plongé dans la barbarie. Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie. Alors justement, tout à l'heure, tu as évoqué la destruction de certaines bibliothèques, dont celle d'Alexandrie, mais les bibliothèques et des centres même intellectuels ont été détruits lors des conflits. En Afrique, par exemple, la ville de Tombouctou au Mali, qui a été un grand centre de savoir avec des milliers de manuscrits scientifiques, mathématiques, astrologie et médecine aussi. Ce sont malheureusement des événements qui ont peut-être mis l'Afrique en retard. Oui, mais Willy, regardez un peu, comment on appelle ça, Tombouctou. Quels sont ceux qui attaquent Tombouctou? Et quelle est, excusez-moi du thème, mais quelle est l'idéologie principale religieuse de ceux qui attaquent Tombouctou? C'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans le passé, ils sont sur cette même lancée. Parce qu'il faut effacer les traces au maximum qui peuvent amener les Africains à croire en eux et à savoir que dans le passé, ce sont eux qui ont transmis la connaissance aux autres. Donc, il faut effacer toutes ces traces-là. Et c'est dans cette logique que les gens s'inscrivent. C'est nous qui n'avons pas encore compris ça. À partir du moment où les gens vont réussir à effacer toutes nos traces, nous serons des individus zombifiés. Alors, pour beaucoup, ils n'ont pas été oubliés parce qu'ils n'étaient pas importants, mais ils ont plutôt été marginalisés à cause de la colonisation, par exemple, à cause du manque d'archivage, comme je l'ai signifié, mais également par des biais historiques. Aujourd'hui, devant la réalité, est-ce qu'il y a toujours moyen, par exemple, pour nous Africains ou instructeurs ou peut-être enseignants, pédagogues, de redonner des sources à notre culture africaine et de faire renaître ces savoirs africains en les introduisant dans nos littératures, dans nos livres? C'est vrai qu'on a évoqué l'UNESCO, certes, mais je veux dire, c'est un travail d'Africains pour les Africains eux-mêmes à la base. Balakouta. Il faut une mentalité nouvelle. Toute révolution part d'une bonne mentalité. Et l'ancienne mentalité dont nous avons hérité ne nous permet pas de prendre ces initiatives-là. Et c'est ce qui est le drame. C'est pourquoi, quand un Africain vient, et pour que nos connaissances soient au centre de notre vie, il a toujours des difficultés parce qu'il est considéré comme un fauteur de troubles. Et ce que nous nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a des connaissances africaines qui peuvent être élaborées. J'oublie le nom de ce patriarche, mais il est en Côte d'Ivoire, celui qui a mis sur pied l'indicamétrie. Qui le connaît? Il est en Côte d'Ivoire ici. Ouais. Qui le connaît? Le papa même a vieilli. Les gens veulent prendre son brevet, il refuse. Il a été verrouillé sur tous les plans. Mais les gens sont en train d'assister. Demain, quand il va nous quitter, tout ce qu'on sait faire, c'est décoration à titre posthume. C'est le professeur Moustapha Diabaté. Voilà. Moustapha Diabaté, oui. Voilà. Moustapha Diabaté, le professeur. Mais qui le connaît à peine? Les Occidentaux même sont étonnés. Comment est-ce que lui, il a réussi à élaborer cette science-là? Mais à peine on le connaît. À peine personne ne parle de lui. Donc, dans un premier temps, il faut un renouvellement de mentalité et il faut une réappropriation de notre vécu. C'est très important. Si nous vivons dans le vécu qui nous a été imposé par les autres, nous serons toujours hors sujet. Alors, Balakouta, tout en restant dans l'analyse donc, des causes de l'oubli, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, j'allais dire, questionner la colonisation avec tout son cortège? Oui, mais l'un de nos grands maîtres, que son cas soit vivifié, Jean-Marie Adé Adiafi, de son vivant, questionnait toujours la colonisation. Je vous envoie, je vous donne comme pour référence son œuvre parue en 1982, si je ne me trompe pas, La carte d'identité.
mais lisez la carte d'identité. C'est pourquoi j'ai dit Jean-Marie Adiafi, si prophète il y en a en Côte d'Ivoire, est le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire, pour dire, fait partie des meilleurs prophètes de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous lisez la carte d'identité, mais Jean-Marie Adiafi qui était détenteur d'un doctorat en philosophie à l'université de Sorbonne, mais qui savait faire la part des choses entre le côté intellectuel et la valorisation de la tradition. Et cette remise en cause par Jean-Marie Adiafi n'a pas été prise en compte. Il n'est pas le seul. Il y a l'un de notre grand maître encore, Amadou Ampateba. Lorsqu'Amadou Ampateba, par exemple, disait en Afrique, lorsqu'un vieillard brûle, c'est une bibliothèque. Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais c'était une manière d'alerter nos dirigeants, et nos penseurs, notre élite pour dire attention, il y a des vieux que nous sommes en train de diaboliser. Ce sont des bibliothèques vivantes qui sont en train de partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Oui. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, vous êtes dans La Nuit vous parle, et aujourd'hui nous parlons de ces grands savants africains malheureusement oubliés. À qui la faute? J'allais dire ça comme ça, Barakuta. Est-ce la faute aux Africains eux-mêmes, ou alors est-ce la faute justement au système éducatif occidental? Quand tu as la possibilité de te prendre en charge, je pense que tu n'accuses pas l'autre. Aujourd'hui, nous avons quand même la possibilité de nous prendre en charge. Et si nous refusons de nous prendre en charge, alors que je dirais que nous-mêmes, nous sommes responsables. Si on a la possibilité, par exemple, de récupérer ou de mettre la main sur certaines archives d'hier, ou dans la mécanique, dans la transmission, par exemple, du savoir, est-ce qu'on peut aujourd'hui récupérer tout ça? Même si c'est ça quand même difficile. Oui, on peut récupérer tout ça, parce que la chose la plus intéressante dans cette histoire, c'est que dans la tradition, il y a ce cordon ombilical qui nous permet d'être en contact avec ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus physiquement. Donc ceux-là, de par les connaissances, nous pouvons actualiser les choses. Regardez un peu, quand un vieux s'élève et dit ce médicament-là, c'est mon grand-père qui m'a donné ça en songe. Ce médicament, ça là, c'est ma grand-mère qui m'a donné ça en songe. C'est pour dire qu'il y a toujours ce cordon ombilical. Cette transmission-là. Nous sommes les seuls sur cette terre à bénéficier de cette transmission. Voilà, en tout cas, pour poursuivre, peut-être on va ouvrir maintenant les pistes sur une éventuelle réhabilitation. Comment réintroduire ces savants dans les programmes scolaires? Je pense que l'un de nos grands maîtres, que son cas soit vivifié, ne serait qu'Alala Omotonde, savant pluridimensionnel, spécialiste des humanités classiques, qui a laissé derrière lui un héritage, je pourrais dire, incommensurable, et qui nous permet, et nous autres aujourd'hui, d'apprendre beaucoup de choses. Et il n'y a pas que Nusere Kalala Omotonde. Et comme vous l'avez dit, il y a Sa Majesté, Moine Nzale Théophile Benga, un linguiste au pair. Mais ils sont là. Et par moments, ce sont les mêmes Occidentaux et qui viennent les chercher pour qu'ils aillent enseigner. Mais nous-mêmes qui devons, et je pourrais dire, courir après eux pour qu'ils nous lèguent et tout ce savoir, nous ne le faisons pas. Ouais. Et c'est un drame. Ils sont plusieurs comme ça, ils sont là. Alors, est-ce que vous ne pourrez pas mettre au banc des accusés, j'allais dire, les médias classiques, comme par exemple la télé, la radio aussi? Aujourd'hui, on parle d'Internet, c'est vrai, mais il y a les médias, la radio, les artistes aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas les questionner? Quel rôle pour les médias, la radio, la télé, par exemple, dans la pérennisation de tout ça, de toutes ces cultures, de toutes ces intelligences-là, de tous ces savants africains? Mais, Monsieur Serge Willy, vous jouez en tant qu'homme des médias, vous avez cette lourde responsabilité de pérenniser le savoir africain. Vous voyez que le monde aujourd'hui, ce sont les médias. Et les médias peuvent vous faire consommer et accepter une chose qui n'est pas vraie. Ouais. Parce que on vous fait écouter cette chose régulièrement. Et on vous fait voir les images de cette chose. Donc, dans tous les aspects, vous voyez la chose, vous écoutez, alors que
si on te fait écouter un mensonge régulièrement, tu le prendras pour une vérité absolue. Tu le prendras pour une vérité absolue. Donc, c'est pour vous dire que vous, les hommes des médias, si vous pérennisez ces choses, à force de vous écouter, certains nous avons commencé à se poser les bonnes questions. Parce que pour être sur la voie de l'ancestralité, il faut être en mesure de te poser les bonnes questions. Et pour que tu puisses te poser les bonnes questions, c'est un bon raisonnement logique et cohérent qui t'amène à te poser ces bonnes questions. Donc vous avez ce rôle-là de dire certaines choses pour que nous aussi, nous puissions aller dans les limbes pour dire attention. J'ai écouté à la radio la dernière fois, ils ont parlé par exemple de Zokou Gbeli, et on a dit que Zokou Gbeli c'était un grand stratège de guerre. Je suis intéressé par son histoire, je vais fouiller. Parce que pour moi, une radio sérieuse comme Fréquence 2 ne peut pas venir dire du n'importe quoi. Donc si cela vient de Fréquence 2, j'ai fait mes recherches. Et donc ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi du thème, mais Abidjan, c'est une histoire de cuit lolo. Abidjan, c'est une histoire de promotion de la médiocrité. Non, Abidjan, c'est une histoire de bonnes valeurs. Il faut qu'on soit réaliste. Abidjan, c'est une histoire de cuit lolo. Nous nous asseyons, par exemple, sur les réseaux sociaux, après des longues études, après des documents chers que nous payons, après des formations, et pour venir et apporter des enseignements pointus, des enseignements de taille. Tu regardes le nombre de personnes connectées, tu vas voir 20 personnes, 30 personnes, 15 personnes. Va, par exemple, sur une page où il s'agit de dire non, Seydou Keïta, on l'a vu sortir à l'hôtel hier avec la servante qui est au banco. Il y a 10 000 personnes connectées. 20 000 personnes connectées. Et tu dresses ton oreille, tu écoutes des mères de famille, des pères de famille qui sont censés donner une éducation, mais aucune pudeur verbale ne sort de leur bouche. Et ces personnes-là sont des stars. Mais au vu de ça, que voulez-vous que nos enfants fassent? Ils vont vouloir ressembler à ces personnes. Et c'est un danger. Pendant que les autres sont en train d'éduquer et les enfants qui sont l'avenir de demain, nous, notre éducation, c'est une histoire de cuit lolo. Notre éducation, venez au Yagbere, on va aller où? C'est la colonisation qui est en train de se manifester dans nos gemmes encore sous une autre forme. Nous avons été longtemps marginalisés et nous sommes aujourd'hui devenus les derniers de la classe. Mais le dernier de la classe, lorsqu'il prend conscience que de sa dernière place, il peut être premier, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au travail. Nous, au lieu de nous mettre au travail, c'est une histoire de cul lolo. Venez au Yagbere, dommage. Alors, madame, messieurs, avant donc d'aller à la seconde heure, on va y aller avec cette dernière question. Barakuta, oui. Comment valoriser donc les savoirs endogènes aujourd'hui? C'est pourquoi nous, au niveau de la Fédération des Camils de Côte d'Ivoire, que nous appelons FECACI, on a mis sur pied un programme pour valoriser tout ce savoir. Donc, la première des choses, il faut d'abord que nous expliquions qu'est-ce que ce savoir. Parce que pour que les gens aient une autre idée, une autre compréhension de la chose, il faudrait qu'on vienne expliquer. Parce que jusqu'à là, ils ont une compréhension erronée, ou bien, je pourrais dire, mais une compréhension approximative donnée par ceux qui dénigrent et qui désacralisent la tradition. Et nous qui sommes les garants de la tradition, nous qui sommes les défenseurs de la tradition, nous venons aujourd'hui pour réexpliquer les choses en tant que sachants dans le domaine. Et donc, en face, s'il y a des gens qui pensent que ce que nous disons est faux, on peut débattre parce que ils apportent la contradiction. Ils apportent la contradiction. Voilà, qu'ils apportent la contradiction. Aussi simple que ça. Voilà, parce que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est pas l'orgueil personnel, mais ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la manifestation de la vérité. Oui. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Très bien. Madame, monsieur, vous ne bougez pas. On se retrouve dans la seconde heure tout en maintenant le sujet du jour. Ce sera, comme vous le savez, les grands savants africains oubliés. C'est le thème du jour. Vous ne bougez pas, disais-je. On va se retrouver pour la seconde heure et l'évoquer jusqu'à 23h30. Avant d'ouvrir le téléphone, vous venez d'appeler sur les interdits et le sujet du jour. A tout de suite, les gars. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon.
Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2. Ancêtres ont créé quoi? Vos ancêtres ont créé quoi? Ils n'ont rien créé, les ancêtres. Ils n'ont rien créé, les ancêtres là. Où ils sont? Connectez-vous aujourd'hui, on va citer. Très bien. Voilà, messieurs, bon retour pour celles et ceux qui nous ont rejoints sur la meilleure des radios. Vous suivez, bien sûr, l'année vous parle. Aujourd'hui, la problématique, c'est de savoir pourquoi est-ce que les grands savants africains sont-ils largement absents des récits historiques, académiques, dominants, et quels mécanismes historiques, justement, politiques et culturels expliquent cette marginalisation? Dans quelle mesure la colonisation, la domination des systèmes éducatifs occidentaux et la transmission principalement orale des savoirs africains ont-elles contribué à l'effacement ou à la sous-représentation des savoirs africains dans l'histoire mondiale des sciences? Et comme vous le savez, avec nous aujourd'hui, notre consultant en doublure de Aziz Isaac, de Aziz 47, c'est bien sûr Barakouta. Rebonsoir Barakouta. Oui, rebonsoir. Imana, merci encore. Oui. Dans la première heure, on a essayé de donner un peu les raisons justement de cette problématique-là, les difficultés, l'influence des systèmes éducatifs coloniaux, les rapports entre oralité et écriture dans la reconnaissance scientifique, la destruction, tu l'as dit donc, la dispersion des archives africaines, les enjeux contemporains, de réhabilitation, on y est, et de réécriture de l'histoire. Alors, peut-on parler d'oubli des savants africains dans cette dynamique-là? Est-ce que vraiment l'histoire africaine les a oubliés, Barakouta? L'histoire africaine ne les a pas oubliés, mais l'Afrique les a oubliés. Oui. Voilà. Parce que quand on rentre dans les lemmes de l'histoire, les noms y sont. Mais quand on rentre dans les Cénac Academy, ils sont inexistants. Donc ils sont oubliés. Oui. Alors, est-ce que l'Afrique a-t-elle produit des sciences comparables à celles des Occidentaux, des Européens et tout ça? Mais comme je l'ai dit, au moment où nous, on était déjà scientifiques, les Occidentaux n'existaient pas. Et le professeur Cheikh Anta Diop nous dit, c'est ici que l'homme noir est quitté pour aller peupler l'Europe, en passant par le détroit de Gibraltar. Parce qu'il est important de connaître ces faits-là. Nous avons commencé à écrire et à mettre sur un support nos connaissances par le truchement de ce qu'on appelait les papyrus. Donc c'est le papyrus qui jusqu'à aujourd'hui
va donner naissance au papier. C'est nous, en tant qu'Africains, nos ancêtres qui sont considérés comme les sauvages, ce sont eux qui font ça. Lorsque Thalès vient comme un enfant apprendre au pied de nos ancêtres, Thalès est un ignorant. Il fait 12 ans d'apprentissage. Celui qu'on va appeler Pythagore, mais qui est né Makos, de son nom grec, il fait 22 ans. Voici le résumé des savants, ou bien voici le résumé de ceux qu'on appelle les grands savants grecs. Ils disent ceci: ils détiennent le savoir des Africains. L'Europe dit détenir son savoir des Grecs. Raisonnement logique et cohérent. Si les Grecs reconnaissent que nos ancêtres ont été les formateurs, si l'Europe reconnaît que les formateurs ce sont les Grecs, mais par ricochet, ce sont les Noirs qui ont apporté ce qu'on appelle la civilisation aux Grecs. Oui. Et permettez-moi de définir ce que c'est qu'une civilisation. Parce qu'on a cette habitude de dire les Noirs n'étaient pas civilisés, les Noirs n'étaient pas civilisés. Une civilisation, c'est quoi? Une civilisation, c'est tout simplement un mode de vie dans lequel vous avez tous les éléments pour vous permettre de faire face à vos réalités. C'est ça une civilisation. Donc, l'autre a voiture. Toi, tu n'avais pas voiture, mais tu avais un mécanisme par lequel tu te déplaçais. Donc, tu as ta civilisation en toi. Donc, dire que les Africains n'étaient pas civilisés, c'est insulter l'histoire et c'est insulter la mémoire de nos ancêtres. Parce que des gens qui commencent à écrire, des gens qui sont organisés en royauté, est-ce que c'est de la sauvagerie qui met sur pied un royaume? Parce que le royaume, il est structuré. Il y a le roi, il y a les notables, il y a le clergé, il y a l'armée, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faudrait que les gens sachent que c'est la royauté qui a fait naître aujourd'hui ce qu'on appelle l'État. Donc, le roi dans un pays, et sous la forme politique maintenant, devient le président. Ces notables deviennent les ministres, et puis maintenant, il y a des corps d'armée qui sont détachés. Donc, sachant toutes ces choses, par quel chemin, ou bien, je pourrais dire, quelle est cette connaissance, je pourrais dire ivresque, qui va amener certains Noirs jusqu'en 2026, selon le calendrier grégorien, pour dire que vos ancêtres étaient ceci, votre ancêtre était ceci. Quand même, les gars, étudiez un peu. Il n'y a rien dans le fanatisme. Le fanatisme est dangereux. Parce qu'un fanatique, il devient facilement un terreau. Parce que c'est quelqu'un qui, au nom d'une idéologie, voilà, d'une idéologie aveugle, sans fondement, et sans pragmatisme, il est exhibé. Non. Nous disons non. Nous disons que nous avons eu notre passé. Et ce passé-là, il a été glorieux. Et nous avons apporté la connaissance à l'humanité tout entière. Malheureusement, la vie, elle est cyclique. Et quand aujourd'hui tu nais, et que tu as l'argent, si tu n'as pas pris des dispositions pour que ton argent perdure, demain tu peux te retrouver au bas de l'échelle. Nous n'avons pas pris des dispositions pour maintenir notre couronne au sommet. Et parmi ces dispositions, je pourrais dire qu'il y avait le tardon d'Achille de l'Africain qui était l'hospitalité. Nous autres, nous avons vécu au village et nous avons vu des situations où, quand l'étranger vient, le père même quitte sa chambre conjugale et puis donne la chambre à l'étranger. Je ne parle plus de l'Afrique de maintenant. Je parle de l'Afrique quand même avant les années 80. Il donne sa chambre. Et quand il demande au vieux, il te dit, l'étranger qui est là, il peut être un bon génie. C'est-à-dire, un bon génie peut prendre l'allure de l'étranger. Donc, si je ne reçois pas bien l'étranger, c'est ma bénédiction qui s'en va. Parce que le bon génie qui était venu me donner cette bénédiction-là, il va répartir. Donc, l'étranger était
mieux considéré, il était mieux encadré, on s'occupait mieux de lui, oui. que celui même qu'on connaissait. Parce que toi, on te connaît, on sait que tu n'es pas génie. Mais celui qu'on ne connaît pas, on dit, celui qu'on ne connaît pas, un génie peut prendre. Parce que cet enseignement-là figurait dans ce qu'on appelait les contes africains. Et ces contes-là, c'était des enseignements philosophiques dans lesquels le conteur faisait ressortir la discipline qu'il voulait vous enseigner. Si c'était une histoire de moralité, il faisait ressortir cette moralité. Si c'était une histoire de persévérance, il faisait ressortir la persévérance. Si c'était une histoire de respect, il faisait ressortir ce respect-là. Ça dépendait des élèves qui étaient autour de lui et ça dépendait de qu'est-ce qu'il voulait que ces élèves-là retiennent. Alors, Barakuta, je veux qu'on reste un peu sur les questions sur les sources et les archives. Alors, dans quelle mesure, justement, la transmission orale a-t-elle limité la reconnaissance académique, à ton avis? Ce que les gens appellent tradition orale, j'appelle ça, je pourrais dire, quelque chose de prémédité, une fois encore pour, bien sûr, désacraliser le sacré. Il n'y a pas de legs spirituel et même de legs religieux sans la tradition orale. Parce que ce qu'on appelle la tradition orale, c'est ce qui permet d'avoir une tradition intellectuelle. Parce que c'est ceux qui maîtrisent, qui vont vous transmettre ces choses-là oralement. Et vous qui avez les compétences maintenant intellectuelles, vous maintenant, vous mettez ça sur un support. Sur un support, oui. Sur un manuscrit. Oui. Sur un manuscrit. Et c'est comme ça. Donc quand les gens disent, non, la tradition orale, elle était ceci, elle était ceci. Non. Même quand vous étudiez le judaïsme, ça dit que le socle, ou bien la force du judaïsme, c'est la tradition orale de la Torah. C'est la tradition orale de la Torah. Donc, quand on parle de tradition orale, je suis là, je dis, mais qu'est-ce que les gens veulent faire? C'est-à-dire que toujours, là où l'Africain doit grandir, il faut toujours un nom, ou bien une idéologie, ou bien une manière de voir pour pétifier l'Africain. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué les manuscrits. Oui. Que sait-on? J'allais dire, que sait-on réellement? Que sait-on réellement des manuscrits de Tombouctou au Mali? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Tout ce que je peux vous dire honnêtement, c'est que ces manuscrits, il y avait des manuscrits de philosophie. Il y avait des manuscrits d'astrologie, d'astronomie. De médecine aussi? De médecine. De métallurgie? De métallurgie. C'est tous ces manuscrits-là que les gens, bien évidemment, pour des raisons qu'ils savent, ont décidé d'incendier par moment et de récupérer. Donc, ils récupèrent ces manuscrits, ils retraduisent les manuscrits, et plus tard, ils viennent nous dire que Victor Hugo a découvert tant. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur une question. Les archives africaines, justement, dont tu parles, oui. Les manuscrits africains, pour beaucoup qui ont été détruits, pour certains enlevés, dispersés, ou récupérés, oui. ou conservés, est-ce que ils sont pas conservés, je vais dire, quelque part en Europe? Mais c'est pas tout qu'on a brûlé, hein. Non, mais comme tu dis là, c'est pas tout qu'on a brûlé. Les Européens ont ça. Ouais. Quand par exemple, les gens nous montrent dans des documentaires certaines religions dans le sous-sol regorgent des documents, ça dit que à des kilomètres, tu vois les archives, mais tu dis c'est pas possible. Les gens ont pris la peine de récupérer parce que c'est celui qui a le savoir qui domine. Celui qui n'a pas le savoir est un suiveur. Il faut que ça soit clair. Donc les gens ont ça. Et par exemple, le papyrus qui va permettre à l'individu qu'on appelle Sigmund Freud de dire qu'il a découvert la psychanalyse. La psychanalyse. Mais c'est un papyrus égyptien. Et l'auteur du papyrus, il s'appelle Podipara. Et celui que la Bible, par falsification historique, va appeler Potiphar. C'était lui, et le scientifique, le savant. Il était spécialiste dans le décryptage des songes. Et dans l'histoire authentique, pas l'histoire qu'on compte maintenant, c'est celui-là qui va former Youssoufou. Parce que celui qu'on appelle Joseph, son nom c'est Youssoufa.
Ça veut dire celui qui a du souffle. Donc celui qui va former. Et donc c'est dans ces papyrus-là que Sigmund Freud étudiait. Et Sigmund Freud a vu dans ces papyrus une phrase qui va l'amener à dire qu'il a découvert la psychanalyse. Et cette phrase, elle est la suivante. Le rêve est la voie royale qui mène au subconscient. Alors, justement, tout à l'heure, tu as évoqué Sigmund Freud et d'autres noms. Pourquoi, j'allais dire, certains savants comme Ibn Khaldoun Oui. sont-ils davantage, j'allais dire, associés au monde arabe qu'à l'Afrique? Oui, mais c'est une idéologie religieuse. Ibn Khaldoun, nous savons tous que c'est un grand savant. Mais pour beaucoup, il appartient au monde arabe. Il n'est pas... Oui, Ouais. parce que malheureusement, même les grands savants ont été affectés par l'idéologie religieuse. Et celui qui est sorti de cette idéologie religieuse, c'est-à-dire celui qui a fait un travail minutieux sans tenir compte des réalités religieuses ou bien sans tenir compte de l'appartenance religieuse de sa famille, c'est le roi Cheikh Anta Diop. Mais la plupart d'entre eux, ils ont été affectés par leur idéologie religieuse, donc il fallait promouvoir leur religion et leur Dieu. Cela a, je pourrais dire, un peu agi sur le travail. Je comprends. Alors, est-ce que il existe un problème de... J'allais dire, est-ce qu'il existe un problème de reconnaissance internationale ou de production académique locale, à ton avis? Je n'en ai pas encore vu. Non, du tout. Alors, comment donc les universités africaines peuvent-elles participer aussi à la réécriture de cette histoire de nos grands savants africains qu'on a malheureusement laissés en perdition, qu'on a laissé disparaître, malheureusement? Cette question-là, la réponse elle se trouve dans la volonté politique. Elle se trouve dans la volonté politique parce qu'il n'y a que l'État, il n'y a que le gouvernement qui peut encadrer cette manière de faire et bien évidemment déployer les moyens qu'il faut pour que les gens soient structurés et pour qu'ils puissent travailler. Parce que, vous le savez, les travaux scientifiques nécessitent beaucoup de moyens. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, vous aurez la parole, on va dire dans un peu moins de 10 minutes. Vous prendrez la parole pour réagir sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grands savants africains oubliés. Mais au-delà, nous avons évoqué des interdits, entre autres, ne pas frapper quelqu'un avec sa chaussure, ou encore s'asseoir au pas ou bien à la porte, à l'entrée d'une porte. Pourquoi on ne fait pas tout ça? Vous avez des expériences, vous avez des témoignages, vous avez des contributions, même des anecdotes aussi de choses qui vous sont arrivées parce que vous avez fait telle ou telle chose. Vous pourrez nous appeler, nous faire partager votre expérience, votre témoignage, ce serait toujours bon. Mais avant de finir, Barakuta, oui. Sur l'avenir, comment réconcilier modernité et savoir traditionnel? Est-ce qu'il y a moyen? Oui, bien sûr. Et toujours est-il que c'est une volonté politique. Toujours est-il que c'est une volonté politique. Parce que les garants de la tradition sont là. Et nous sommes aujourd'hui dans des pays, nous sommes dans des États, et l'État, il a son garant. Son garant, c'est celui qui est le président de la République, ainsi que tous ses ministres. Donc, c'est ceux qui sont là pour administrer, c'est-à-dire qui regardent les réalités et en fonction des réalités, en fonction de nos préoccupations, qui mettent sur pied des structures qui peuvent nous permettre de résoudre les problèmes. Si les pays asiatiques ont réussi, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas réussir. Nous le pouvons très bien. Il faudrait tout simplement que les gens y pensent et qu'ils mettent sur pied, et je pourrais dire, un comité de réflexion, un comité scientifique de réflexion pour se poser les grandes questions sur toutes ces choses et bien évidemment
chercher à conserver ce que nous n'avons pas encore perdu. Parce que si nous perdons le peu qui nous reste, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui sera l'Africain de demain. Alors, quel rôle pour la jeunesse africaine dans cette réhabilitation, Barakuta? La jeunesse africaine, et comme le disait le professeur Chankata Diop, doivent se donner à la science. La jeunesse doit se donner à la science. La jeunesse doit se donner au travail. La jeunesse doit se donner aux études. La jeunesse doit se donner ce niveau intellectuel-là qui pourra leur permettre de parler d'égal en égal avec d'autres personnes et de défendre valeureusement les réalités africaines. Mais si cette jeunesse-là ne se donne pas les moyens et que ça donne à autre chose, le monde ne se décide pas dans les amusements. Le monde se décide par rapport à ceux qui savent. Et si nous n'avons pas une place par rapport à ceux qui savent, alors nous allons subir. Si nous ne pouvons pas faire subir aux autres, sachez que nous allons subir. Les traditions africaines peuvent-elles rivaliser avec les écrits scientifiques? Les traditions africaines... Est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec les... Elles rivalisent même jusqu'à fatiguer. Là, tu parles en africain maintenant, en ivoirien. Oui, elles rivalisent même jusqu'à fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas que, par exemple, la médecine dite moderne ne peut pas traiter, que nous traitons. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle, la médecine africaine, est vraiment, je veux dire, a toujours été en vogue. Et on le voit à travers tout ce qui se réalise, tout ce qui se fait tous les jours. La médecine dite conventionnelle jouit souvent de l'appui de la médecine traditionnelle. Un grand médecin, si vous prenez 10 grands médecins, il y a au moins 8 qui ont des bases traditionnelles. Parce qu'il y a des cas qu'ils traitent qui sont des cas mystiques. Et ces cas mystiques-là, on ne l'apprend pas à l'université, en faculté de médecine. Ça, il faut c'est un savoir africain pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc aujourd'hui, notre médecine dite africaine mais rivalise pleinement. J'ai pris l'exemple ici hier sur le footballeur Djibril Cissé, pour ne citer que celui-là. Lorsqu'il a eu son pied fracturé à 3 reprises, le même pied a été fracturé 3 fois. Mais il est en Europe. En son temps, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont tout fait. Mais son papa l'a appelé, il dit petit. C'est vrai que tu as la nationalité française. Mais chez nous, là-bas, on règle ça. Il est venu ici, ça a été réglé. En Côte d'Ivoire, ici. Il est venu ici, ça a été réglé. Oui. Malgré les opérations par laser, les diagnostics OP, ça a été réglé. Je pense que Drogba avait eu ce problème-là aussi. Donc. Mais bien évidemment. Lors d'une Coupe du Monde où c'est fracturé, je ne sais pas, à l'entraînement. Ils sont plusieurs. Les exemples sont légion. Voilà. Pour dire que l'Afrique reste l'Afrique avec ses mystères. Voilà. Alors justement, comment préserver et codifier les savoirs ancestraux? Avant, dernière question. Oui, mais comme je l'ai dit, d'abord, les détenteurs de ces savoirs-là doivent être encadrés. Voilà, vous savez, quand quelqu'un... La volonté politique aussi, voilà. Quand quelqu'un est détenteur d'un savoir, ça dépend de l'honneur que vous portez à cette personne. C'est ce qui fait qu'il s'ouvre à vous. Mais quand il est détenteur de ce savoir et que vous le diabolisez, il ne va pas venir vers vous. Il peut faire même mourir avec cette chose. Et c'est comme ça que nous avons perdu beaucoup de grands. Donc je pense que la volonté politique doit mener, et ces garants de la tradition-là, à se sentir à l'aise et à dispenser les savoirs pour qu'il y ait cette continuité historique, scientifique africaine qui ne doit pas, et je pourrais dire, être rompue. Alors, est-ce que tu connais un savant africain qui t'inspire? Un ou deux noms, par exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Les grands savants? Oui, africains, bien sûr. Non! Là, je t'ai provoqué, là, c'est tous qui t'inspirent. Mais on a un même qui est là présentement. Le professeur Mbok Bassong. Je voulais venir même avec des livres. Celui qui a fait, c'est-à-dire qui a mis une relation entre, je pourrais dire, la science quantique et la spiritualité. Mais que dit de Sa Majesté Moané Nzalé Théophile Obenga? Que dit de Sa Majesté Moané? Et que dit du 3 fois grand, du 3 fois saint, le Sèche Kovirek Mireille, un savant pluridimensionnel?
Que dit du savant Molefi Tete Asandé? Que dit de Ama Mazama, professeur de sociologie? Ouais, l'Afrique a ses fils. C'est pas possible. Malheureusement, tous ces grands noms, tous ces grands savants sont méconnus du grand public. Justement, est-ce que nos enfants, ils apprennent suffisamment l'histoire intellectuelle africaine? Pour terminer. Ils ne l'apprennent pas, monsieur Serge Willy. Ils ne l'apprennent pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils vont à l'école, on dit Descartes. Il faut dire que Descartes est inventeur pour avoir note. Donc lui, il apprend ça par cœur. Mais si demain, on vient, on dit à la place de Descartes, c'est Zoku Beli, vous allez voir qu'il va connaître l'histoire de Zoku Beli. Vous allez voir qu'il va connaître l'histoire de Zoku Beli. Et c'est ça le problème. Et donc, je vais profiter rapidement, et en quelques secondes, de parler de certains savants noirs africains, parce que les gens ont l'habitude de dire américains noirs. Non, 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 c'est noirs américains. Parce qu'il est noir d'abord avant d'être américain. Il n'est pas américain pour être noir. C'est noir américain. Voilà, noir américain. C'est pas américain noir. C'est pas américain noir. C'est pas possible. Donc, il y en a plusieurs pendant l'esclavage qui ont fait des choses remarquables. Et qui ont été déportés aussi aux États-Unis. Et qui ont été déportés aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'ils ont mis les sciences sur pied. D'autres même étaient autodidactes. D'autres étaient des esclaves. Mais parmi ça, donc je vais citer Pêle-mêle par exemple, celui qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'antenne parabolique, qu'on appelle Granville Road, qui est né le 7 juin 1887. C'est celui-là qui nous permet d'avoir antenne parabolique aujourd'hui. Et ce dernier était détenteur de 50 brevets. Que dire de Marc-Régis Hanna, inventeur de la technologie 3D, ingénieur électricien expert en informatique? Donc, si aujourd'hui il y a 3D, c'est grâce à un noir. Que dit de Cheikh Anta Diop, historien, physicien, anthropologue? Si aujourd'hui l'Afrique est fière de renouer avec des millénaires d'histoire passée, Cheikh Anta Diop est l'un des précurseurs. Que dit de Franck Fanon, situat philosophique et philosophe? Que dit de Lewis Howard? C'est celui-là qui a inventé la lampe électrique qu'on attribue, je ne sais pas à qui là. Ce petit qui n'allait pas à l'école là. Son nom va venir tout à l'heure. Ça va venir. Voilà, son nom va venir tout à l'heure. C'est lui qui crée la lampe électrique. Que dit de Thomas Müller, un Africain noir ghanéen déporté aux États-Unis, génie mathématicien? C'est à partir de ces algorithmes que fut créée la calculatrice. On l'appelait l'homme qui calculait à la vitesse de l'éclair. Thomas Edison. Voilà, ce patron Thomas Edison. Ce patron Thomas Edison là. Alors que c'est l'un de nos ancêtres qui permet qu'il y ait la lumière. On attribue cela à Thomas Edison. Non, mais justement, la science, tout nous fait penser que Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule. Il semblerait qu'il n'a pas inventé l'ampoule. Il semblerait. Oui, mais j'ai vu un documentaire sur National Geographic. Oui. On dit non, Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique. Bien qu'il n'ait pas inventé l'ampoule, comme on le fait croire, l'inventeur légendaire aux 1000 brevets n'en a pas moins façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, c'est pas lui qui a inventé l'ampoule électrique. C'est parce que les vérités historiques commencent à sortir que les gens ont commencé à se redresser. Sinon, à l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris. Et puis, je parlais de tout à l'heure, Ahmed Baba, et lui, ceux qui avaient 1600 manuscrits dans sa bibliothèque. Et il y a George Washington Garvey, c'est celui-là qui, à la base des cacahuètes, a produit plus de 300 produits. Cheikh Modibo Diarra, il est astrophysicien. Il travaille à la NASA. Il travaille à la NASA. Et que dit de Gladys West? C'est grâce à elle qu'il y a le GPS aujourd'hui. Que dit de Gareth Morgan? C'est grâce à lui qu'il y a les feux tricolores. Que dit de John et Alter Burr? C'est lui qui a inventé la tondeuse à gaz. Bon. Ils sont légion en tout cas. Très bien. Madame, messieurs, maintenant, vous n'allez pas vous priver de ça. Non, vous n'allez pas vous priver de ça. On va maintenant vous ouvrir le téléphone pour réagir. Madame, messieurs, c'est le moment donc de composer nos lignes téléphoniques 27 20 22 21 21 27 24 27 8 9 sur fréquence. Nous sommes en direct. Olive, c'est quand tu veux. C'est parti. La
La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. Chers auditeurs de Fréquence 2, nous entrons maintenant dans le dernier carré de votre émission La Nuit vous parle. Après les analyses, les éclairages et les révélations de notre consultant, la parole vous revient. Nos standards sont ouverts, c'est le moment pour vous de réagir, de participer à cette émission, de partager vos expériences, vos contributions, vos témoignages, que ce soit sur les interdits que nous avons évoqués en première partie ou sur les questions des grands savants africains oubliés. Nous voulons vous entendre, nous voulons entendre vos voix, nous voulons vous entendre nous parler, nous dire des choses. Dites-nous que vous inspirent ces interdits transmis par nos ancêtres. Connaissez-vous des savants africains qui ont marqué votre parcours? Comment, selon vous, redonner leur place à nos savoirs et nos figures intellectuelles? Allez les gars, c'est parti. Composez dès maintenant le numéro dont voici donc les lettres, les chiffres, les chiffres 27, 22, 21, 21, 27, 24, 27, 89. Allez Khalil, bonsoir. Bonsoir, Willy. Comment ça va Khalil? Ouais, ça va très bien. Je passe le bonsoir à Barakuta. Oui, Khalil, bonsoir. Alors, Khalil, est-ce que tu as une question, tu as une contribution, tu as un témoignage? D'abord sur les interdits, ensuite sur la thématique du jour. Non, pas sur les interdits, c'est juste pour participer à l'émission. Oui, on y va, vas-y, tu y es. Voilà, animer un tant soit peu ce qui a été dit. Tout à fait, vas-y, on t'écoute. Alors, là, oui. Je voudrais me saisir d'une parole de Barakuta qui disait que nos historiens ne sont pas oubliés. Ils sont dans les livres d'histoire, mais c'est comment on appelle ça, la population qui est ignorante. Ouais. J'embouche totalement sa trompette sur cet aspect. Voilà, donc à la décharge même de l'UNESCO, Oui. Quand même, sur le plan culturel, ils ont permis quand même aux Africains d'écrire leur propre histoire. C'est par ricochet qu'est arrivé ce colloque de 1974. Parce que quand le professeur Cheikh a été pour l'écriture, c'est ça, pour écrire, pour participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, il avait opposé un refus catégorique parce que déjà lui, il avait déjà apporté un démenti cinglant, où il avait déjà écrit depuis les années 1955, comment on appelle ça, Nation nègre et civilisation. Donc, c'est pour dire qu'à la vérité, nos scientifiques, là, nos savants africains, ne sont pas oubliés. On nous a mis sous l'étonnoir du fait que nous sommes devenus des dominés. Voilà la réalité. C'est pas parce qu'il y en a pas. Nos papyrus et tous ceux qui ont été pris. Mais aujourd'hui, moi je n'aimerais pas par exemple qu'on parle de sciences traditionnelles et de sciences occidentales. Non. La science, elle n'est ni traditionnelle ni occidentale. C'est un savoir. La vérité, c'est qu'elle est sortie justement du moule de l'Afrique. Ça, c'est indéniable désormais. Ça, les Africains peuvent être fiers parce qu'on a eu des personnalités qui ont relevé vraiment ce défi-là. Maintenant, quand on ne se remémore pas ces personnalités-là, on a ramené l'histoire de nos pays respectifs à notre indépendance. Oui. À chaque fois, on nous dira c'est le père de la nation, il a fait la lutte émancipatrice. Oui. Quand vous prenez simplement chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est pas politique, c'est un exemple que je vais donner. Oui, on y va. Mais on a tout ramené au président Félix Houphouët-Boigny. On a l'impression que c'est lui qui a fait l'histoire, même de notre espace Côte d'Ivoire. Parce que justement, politiquement, culturellement et socialement, c'est lui qu'on a connu avec les grandes œuvres. Non, on a mis en avant du fait que c'est un homme politique c'est un homme politique. Par exemple, lui, on a un stade qui porte son nom, on a un pont qui porte son nom, on a un boulevard qui porte son nom, on a une université qui porte son nom, on a beaucoup des fondations, des écoles, des hôpitaux et tout qui portent son nom. Mais ça aussi, à côté, on peut mettre en avant nos savants justement qui ont été là. Mais aujourd'hui, si vous remarquez sur le continent, tout est politique. Hein?
Oui. Nos scientifiques qui sont là dans nos pays respectifs, ils ne sont pas mis en avant. Ce sont les hommes politiques qui sont là. Vous verrez dans nos documents des hommes politiques qui ont émergé en 1990, vous allez les retrouver dans nos livres d'histoire. Mais on ne vous dira pas de ce patriarche-là qui de par sa philosophie, de par sa sagesse, a aidé tout un continent ou tout un pays, ou même toute une région où il a vraiment imposé la paix de par sa sagesse. Son peuple n'a pas connu la violence, n'a pas connu la guerre, mais ceux-là, ils ne seront pas mis en avant. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, je suis quelque part d'accord avec Barakuta quand on parle de volonté politique. Ça est dans les livres d'histoire. On va terminer par là, parce qu'il y a du monde au standard. Hein. Oui, effectivement. C'est pour simplement dire qu'il appartient à nos jeunes gens d'aller à la recherche maintenant du savoir. De la science. Ouais. Voilà, bonsoir, Jamal. Merci infiniment, merci beaucoup, cher ami. Monsieur Kofi est au bout du fil. Bonsoir. Allô. Monsieur Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Désolé pour la longue attente, hein. Toutes nos excuses pour cette longue attente-là. Maintenant, vous êtes en ligne de la parole, on vous écoute. Oui. Contribution, d'accord. Témoignage. Oui. Merci à Barakuta Imona. Ouais. Et je me remercie à tout ce qu'il fait pour l'Afrique aussi. Parce que tout ce qu'il est là hier, on voit que nous, on a déjà perdu toutes nos grandes identités. Et puis les parents aussi n'ont rien laissé aussi avant de partir. Parce que quand les biens se passent, s'il y avait un sage, il pouvait garder aussi les sages. Alors, les enfants aussi ne pouvaient pas se perdre derrière la sagesse. Alors, M. Kofi? Ce que nous a dit à Barakuta Imona, je le remercie beaucoup. Et tout ce qu'il est là, c'est qu'eux aussi, ils commencent à prier fort que nous, à ce qu'eux aussi désirent, dans la canne être apporté à tout le monde. D'accord. Pour que les Africains aussi comprennent que non, tout ce qu'il est là montré, c'est la vérité. D'accord. Très bien, M. Kofi, merci infiniment, merci beaucoup. Nous allons changer d'interlocuteur, d'intervenant. Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Gueux, Arthur. Oui, monsieur Gueux. Ah oui, Gueux, comment ça va, Arthur? Oui. D'accord. Alors, sur quel point de l'émission souhaiteriez-vous intervenir? Est-ce qu'il y a un aspect particulier sur lequel vous voulez revenir ou mais... Par rapport aux interdits. Aux interdits, d'accord. On a dit on ne fera pas quelqu'un avec une chaussure. On a aussi dit que ça ne soit pas au pas de la porte, oui. Parce que moi, j'ai un cousin qui est non-voyant qui a été frappé par la femme de son oncle avec une paire de chaussures. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on l'a frappé quand? À quel moment? Et est-ce que c'est la suite de ça qu'il a perdu la vue? Oui. Sur le prétexte que la femme a dit que l'enfant l'a insulté. C'est un jeune qui a au moins une quarantaine. Donc, de passage, la femme lui a parlé la route et a enlevé les chaussures d'inquiéter pour insister. Mais est-ce que la personne qu'on a frappée ou bien, je ne sais pas quoi, est-ce qu'elle voyait clair avant? Ou bien c'est quand on l'a tapé qu'elle a perdu la vue? Non, c'est-à-dire la personne ne voyait pas. Ne voyait pas déjà. D'accord, ne voyait pas. Ok. Avec la femme de son oncle, ne voyait pas. Donc, dans ce cas, je ne sais pas si, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. À la fin de l'émission, on va laisser le numéro. Alors, Barakuta peut-être va réagir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Puisque tu as dit qu'on pouvait... Oui, effectivement. Je vais donner des astuces. Comme il y a plusieurs personnes au téléphone, à la fin de l'émission, on va donner le numéro. Il m'appelle demain matin, je lui donne des astuces et puis voilà. Mais pourquoi ne pas donner les astuces au téléphone? Ou bien... Il n'y a pas de souci à cela. Et il prend simplement ce qu'on appelle poivre de Guinée. Tu m'entends? Poivre de Guinée. Poivre de Guinée, oui. Poivre de Guinée. Oui. Ça, c'est le marché. Oui, les femmes qui vendent médicaments traditionnels au marché, là, si tu t'en vas, si tu dis poivre de Guinée, elles connaissent. En fait, j'ai voulu que tu répondes à la question parce que d'autres auditeurs souhaiteraient prendre l'antenne pour poser la question. Malheureusement, ils n'ont pas l'opportunité d'être présents sur les antennes. Donc, si lui a l'occasion, il ne va pas peut-être rappeler effectivement particulièrement pour prendre la connaissance. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on la divulgue à tout le monde pour que celles et ceux qui en ont besoin ou en sont victimes peuvent
on va dire, sorti de l'exorcisme. Et effectivement, là, on a tapé déjà l'individu avec la chaussure. Donc, comment il faut faire pour enlever cette énergie négative? Négative, là, oui. Voilà, donc c'est le code que je suis en train de donner maintenant. Donc, on va chercher poivre de Guinée. Poivre de Guinée. Voilà. Et puis quoi? Voilà, poivre de Guinée avec basilic, ce que vous appelez à Magnin, là. Oui. Voilà, poivre de Guinée, basilic, et puis clou de girofle. Oui, je connais. Tous ces trois-là, on mélange et puis on pile. Tous ces trois-là, on mélange et puis on pile. Et quand on pile, on fait quoi avec? Quand il a fini de se laver le soir et puis il a fini de se rincer là, il y a une autre eau dans laquelle ce qu'on a pilé là, il met une quantité dedans, il prend sa main gauche, il met dedans, il fait ses vœux. Mais s'il sait parler dans sa langue, ce sera encore plus fort s'il parle dans sa langue. Il fait ses vœux et puis il prend cette eau là, il se rince. Donc tu veux dire quoi? C'est-à-dire que les trois ingrédients, oui, on va les écraser. Voilà. On en fait une pâte. Oui, voilà, ça devient une poudre. On met dans une petite boîte. Ça devient une poudre. Voilà, ça devient une poudre. On met dans une petite boîte et le soir, il se lave régulièrement comme il a l'habitude de le faire. Il se lave normalement. Normalement. Mais quand il finit, il cherche un récipient. Voilà, il y a un seau qui est à côté de lui, oui, dans lequel il y a de l'eau et il prend une quantité de cette poudre-là. Il met dans l'eau. Il mélange bien. Il mélange avec sa main gauche, il mélange bien. Et puis, il fait ses vœux. Et ces vœux-là doivent être portés par tout ce qui est saleté spirituelle sur lui. Voilà. Que, en se lavant, et toutes ces choses le libèrent. Donc, il fait ça sur 3 jours. Sur 3 jours. Hein. Voilà, il fait ça sur 3 jours. Oui. Et dans les 3 jours, c'est obligé qu'il fasse un rêve pour voir le travail qu'il a fait. Est-ce que ça a apporté? Forcément, au terme des 3 jours. Oui, au terme des 3 jours. Forcément, il va rêver. En tout cas, ça veut dire sur 10 personnes, il y a au moins 7 qui vont rêver au terme de 3 jours. Maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes de rêve. C'est-à-dire, eux, ils ne rêvent pas comme ça. Donc, pour eux, là, ça dépasse 3 jours. Dans tous les cas, voilà. les jours qui suivent, il va voir le rituel. Voilà, rituel. Soit il fait un rêve dans lequel il y a beaucoup de saleté sur lui, ou bien soit il fait un rêve dans lequel il est bien habillé, il est bien parfumé, et puis on l'habille. S'il fait ce genre de rêve, ça veut dire que le rituel a marché, il a été propre. Mais s'il voit qu'il est encore sale, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et est-ce que dans ces conditions, il est obligé de refaire ou bien oui, il refait. On va lui proposer non, il refait. Un autre remède. Non, il refait. Il refait il refait. Qu'est-ce qu'il fasse le rêve, le bon rêve. Jusqu'à ce qu'il ne fasse le rêve. D'accord, très bien. Madame, monsieur, nous avons avec nous monsieur Kwasi. Bonsoir, monsieur Kwasi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Kwasi? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Toumoudi Kokumbo. Ah, Toumoudi. Oui. D'accord, très bien. Nos équipes seront là-bas dans 3 semaines, on va dire dans 2 semaines, dans le cadre de Fréquence de ma radio. On passe le bonjour à tous les gars de Toumoudi. Alors, c'est sur les interdits? C'est sur les interdits ou bien c'est sur le thème du jour? C'est le thème du jour. Vraiment, je le dis tellement merci. Je dis merci à Barakouda. Barakouda, bonsoir. Oui, bonsoir. Vraiment, je suis très content d'écouter ce que tu es en train de dire. Tu me vois en Afrique, en tout cas. Quand je t'écoute, je me vois en Afrique. Vraiment, tu es un savant. Que vraiment le Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content de vous. Vraiment. Parce que tu es en train de me faire revenir. Moi, je suis un chrétien, mais je vais te dire que ce que j'écoute là, ça m'amène en Afrique. Et c'est une vérité et c'est réel que tu le dis. C'est pourquoi je te dis merci. C'est une bonne émission. Merci beaucoup. Merci pour tous les soutiens. Grâce à vous, on tient la barre. C'était plutôt un soutien, voilà. Un mot d'encouragement. Voilà. Très bien. Voilà. Ça nous fait vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Allez, monsieur Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Je vais bien, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vais de Bondoukou. Ah, vous appelez de Bondoukou. Très, très bien. C'est sur le sujet du jour ou sur les interdits, là? Non, je voulais remercier les grands sachants, que ce soit aujourd'hui ou bien ceux qui sont passés. Je voulais les remercier pour la bonne vision qu'ils ont eue et que la bonne vision qu'ils continuent d'avoir pour la jeunesse et pour le futur. Pour tous ceux qui sont actuellement là, qui ont pris la réflexion de travailler pour l'Afrique d'aujourd'hui et de l'Afrique de demain,
il les remercie beaucoup. Même s'il y a des problèmes de négativité dans certaines choses ou bien qui viennent de certains gens, ils vont se focaliser sur ça. Ils n'ont qu'à se focaliser sur ce qui va se porter sur le travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. On comprend très bien. On te comprend très bien. Très bien. On te comprend aussi. Et tes encouragements nous font beaucoup de bien. J'aimerais qu'on se concentre sur ça. Et puis quand on regarde le bon côté et puis on travaille un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui ça ne va pas, mais comme ça a pris du temps à prendre le début, je sais que dans d'ici peu ça va aller. Merci beaucoup. Allez, on part à Yopougon. Nous sommes accueillis par Soumaoro. Bonsoir, Soumaoro. Ouais, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Est-ce que vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Soumaoro. Oui. Voilà. Bon, ma question est que, est-ce que nos parents qui sont décédés, nos parents, nos grands-pères, nos grands-mères, qui avaient des connaissances fortes, est-ce qu'il est possible qu'on puisse faire des choses pour pouvoir acquérir ces connaissances qu'ils avaient? Est-ce qu'on peut faire des choses pour acquérir les connaissances que c'est... À travers vous. À travers nous? Oui. Barakuta? Oui. Quelque chose? Oui. Est-ce que tu as fait quelque chose, Barakuta? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que je continue. Allô? Oui, allô? Parce que je continue. Moi, mon grand-père, côté maman, il avait la puissance de s'asseoir sur l'eau. Il avait la puissance de s'asseoir sur l'eau. Oui. Il s'assoit sur l'eau. Oui. Attends, ça dépend. C'est quoi? C'est l'eau de la cour ou bien lagune? Non, quand l'eau déborde, c'est lui qui était chargé d'aller aller planter des trucs qui sont comme les cannes à sucre sauvages qui poussent dans la brousse. Il plante de l'autre côté et il replante de l'autre côté. Et quand je me suis renseigné, on dit qu'il avait la possibilité de s'asseoir sur l'eau, il croise ses pieds et puis casser la graine et puis manger la graine et puis il parle et puis il jette la graine là, les trucs là. Quand il mange la graine là, il a un caillou sur le pied, quand il mange la graine là et puis il verse ça dans l'eau et puis il parle. Dis donc. Ouais. Il devait être fort, hein, cet homme-là. Barakuta. Oui, monsieur. Et lui, et encore, il ajoute que, même là, quand il est grandi un peu auprès de lui, quand on va à la pêche, quand il prend, poivre de Guinée que vous avez dit là, quand il prend, il parle sur ton hameçon et puis tu t'en vas pêcher. Tu rentres avec un requin. Tu peux revenir avec un requin même. Je dis, on dirait que tous les poissons de l'eau là voient que seulement toi, ton truc, ton hameçon. Ton hameçon là, ouais. Oui. Donc, ceux-là, on a besoin, ils sont décédés, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des moyens, comme tu dis, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir récupérer tout ce qu'ils avaient comme connaissance? En fait, c'est ça la question. Mais ils sont morts avec leur savoir, est-ce qu'ils les ont transmis? Justement, c'est pour ça qu'on a parlé de transmission, Barakuta. On a parlé du savoir et de la transmission aux générations. Oui, effectivement. Merci, cher ami, de nous avoir appelés. Oui, effectivement, mais c'est là où la tradition, elle est riche. Parce que ce qu'il dit, d'abord, à travers la tombe de ce parent, on peut rentrer en contact avec lui et puis il t'apparaît dans le songe et puis il te donne son secret. Ça, c'est un premier point. De deux, à travers son nom, on peut faire des cérémonies de libation ou encore il peut t'apparaître dans les songes et puis lui-même il t'enseigne dans les songes, il te donne son secret. Et il y a aussi, et carrément, c'est un vieux qui, voilà, quand tu arrives là-bas, ils ont des cérémonies où voilà, tu es arrêté et puis l'individu sort devant toi, tu es assis et puis il te parle, il te dit tout. Donc, il y a toutes ces connaissances par lesquelles nous pouvons passer pour bénéficier de ces savoirs-là, même s'ils sont morts, parce que retenez qu'en Afrique, il est dit ceci, les morts ne sont pas morts. Très bien. Olivier, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, Olivier? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Niamey-Zaria, département de Lakota. Ça, c'est Lakota, très bien. Niamey-Zaria. Alors, est-ce que vous connaissez des savants africains qui vous ont marqué ou qui ont marqué votre parcours, ou bien
les interdits dont on a parlé, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous touchent? Non, tout ce qu'il fait, ça me marque. Depuis fort longtemps, je suis l'émission. Je suis l'émission et je suis très content que ça nous révèle beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais dire sur les interdits, par exemple, moi, les matins, quand je me réveille, un garçon m'éternise sur le côté droit. Tout ce que je vais entreprendre dans la journée, ça marche. Ouais, ça c'est chez nous au pays d'Ida, ça. Ça, c'est vrai qu'un garçon... Oui, ça c'est chez nous au pays d'Ida, ça marche fortement. Quand un homme interdit éternise le côté droit... Tu es mon frère, moi je suis de là côté. Oui, ça chez nous, ça marche fortement. Ah ouais? Voilà, oui. Quand un garçon m'éternise sur le côté droit, tout ce que je vais entreprendre dans la journée, ça marche. Si je suis le côté gauche, je rebouche chemin, je ne bouge plus. Ça, c'est les interdits. Et puis, quand il a parlé des savoirs ancestraux, c'est-à-dire, ma maman, elle n'a pas été à l'école de sage-femme, mais elle a fait les accouchements. Les accouchements, quel que soit l'état d'une femme atteinte, elle le fait facilement. Mais malheureusement, elle est morte. Elle n'a pas... Avec son savoir, elle est partie avec son savoir. Elle est partie avec son savoir. Donc, je voudrais, par le canal de Barakuta, si on pouvait léguer ça à quelqu'un pour pouvoir avoir cette connaissance-là. Si tu connais la tombe de ta grand-mère, c'est l'essentiel. Ma mère même. Voilà, si tu connais la tombe de ta maman, c'est l'essentiel. Avec une bouteille de liqueur, on peut te permettre de rentrer en contact avec elle dans les songes. Dis donc. Oui. Bon, merci. Je connais la tombe. Même, j'étais d'abord grand-père. Elle est morte en 2010. Donc ok. Donc pour toi, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, j'avais appelé à 47. Il y avait les problèmes de Dieu. Il m'avait donné des choses, mais j'ai fait, mais ça ne va pas compte. Donc, c'est pourquoi je rappelle pour qu'on puisse m'aider sur ce plan-là. Donc, on va changer le code alors. À la fin de l'émission, je vais donner mon numéro. Voilà, tu pourras m'appeler demain et puis on va voir. Très bien. Alors, Olivier... J'ai le numéro de la cour de choses à 47. Oui, tu as le numéro du maître? Oui. Ok, donc demain, tu peux appeler. Oui. Très bien. Vers quelle heure? À partir de 10h. 10h, il n'y a pas de problème. Allez, prenons notre dernier interlocuteur dans cette émission. Ce sera le dernier pour cette soirée, avant donc demain où nous reviendrons encore de 22h à minuit. Il s'appelle Patrick. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Lazopé. Ah, dans la région de la Mé, capitale régionale. Alors, Patrick... À Moapé. À Moapé, très bien. Patrick, est-ce que vous voudrez réagir sur les interdits transmis par nos ancêtres ou bien sur la thématique du jour? Oui, j'aimerais même réagir même sur l'émission, sur le débat. D'accord, on y va, allez-y. Tout d'abord, j'aimerais dire grand merci à Aziz Karafel, le médium. Voilà, et ainsi, un jeune bonsoir à Maître Arakuda. Arakuda, oui. Merci. Vous savez, il dit l'Afrique a un problème sérieux. C'est fait qu'on a oublié notre tradition. On préfère aller à l'église, une tradition des colonisateurs, que de suivre nous notre tradition. Et aujourd'hui, quand un vieux sage peut-être s'assoit et puis il dit, ah voilà, telle chose, tout de suite on trouve qui est bon. Ça, c'est pas vrai. Si on continue comme ça, on n'aura pas d'histoire. Et vraiment, on n'a pas eu d'histoire. Donc, l'émission est très bienvenue. Ça va réveiller beaucoup, dans beaucoup de sens aussi, concernant l'Afrique, pour qu'on ne perde pas toutes nos valeurs. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Merci. Et continuez ainsi de réveiller les enfants d'Afrique. Très bien. C'est très important. Barakuta, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. On va partir, on se retrouve déjà demain. Pour terminer, est-ce qu'il y a des contacts, des choses comme ça pour oui. celles de ceux qui... Oui, le contact pour tous ceux qui ont besoin d'aide sur le plan spirituel. Voilà, ils peuvent me contacter sur le 07 et 08 77 80 52 07 08 77 80 52. Très bien. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'horloge nous rapproche doucement de minuit. Et comme toute chose précieuse, cette nuit de transmission arrive donc à son terme. Ce soir, nous avons voyagé au cœur de nos traditions, exploré les interdits qui structurent nos sociétés et ravivent la mémoire de ces grands savants africains trop souvent oubliés. Mesdames et messieurs, nous avons compris une chose essentielle. Notre héritage n'est pas un poids du passé, c'est une boussole pour l'avenir. Mais également, à vous qui avez écouté,
à vous qui avez appelé, à vous qui continuez de faire vivre ces savoirs dans vos familles, dans vos communautés, merci. Car tant que la parole circule, tant que la mémoire se transmet, nos racines resteront vivantes. Merci également à notre invité, M. Barakuta Turanga Imana, encore une fois, merci beaucoup pour ses éclairages, sa disponibilité. On se verra encore demain. Chers auditeurs, souvenons-nous, un peuple qui connaît ses sages ne meurt jamais. Rendez-vous dès demain, à la même heure, pour un nouveau voyage au cœur de nos traditions, de nos spiritualités, toujours sur Fréquence 2. D'ici là, que la nuit vous inspire, que les ancêtres vous guident, bonne nuit, et que la sagesse vous accompagne. Merci à Olive. Salut, à demain. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté.